6e. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du chapitre de géographie, G3, la ville de demain. Nous étions en train de parler des métropoles. J'espère que vous vous rappelez ce qu'est qu'une métropole. Si vous avez un trou de mémoire, je vous invite très fortement à revoir le chapitre G2. Et donc nous avons vu dans la première partie de ce chapitre qu'il y avait de plus en plus de personnes qui habitent dans ces métropoles. On prévoit qu'il y aura environ 2 humains sur 3 qui habiteront en ville en 2050. On avait aussi vu que cela allait poser plusieurs soucis, comme la pollution, l'étalement urbain, l'approvisionnement. Nous nous étions donc demandé comment on pouvait habiter dans ces métropoles de manière durable et un peu agréable aussi tant qu'à faire. On avait défini dans notre premier chapitre de géographie qu'habiter, ça voulait dire se loger, se nourrir, se déplacer, se divertir, travailler et être attaché à un lieu. Je vous avais demandé d'imaginer comment on allait pouvoir se loger, se déplacer et se nourrir dans une métropole en 2100. Dans un premier temps, je vais revenir sur les travaux que vous m'avez rendus. La thématique de se déplacer a eu beaucoup de succès. Et vous avez proposé des solutions qui sont déjà à l'œuvre actuellement. Par exemple, Inès nous propose d'utiliser les transports en commun parce qu'on transporte plus de personnes dans un bus que dans une voiture. Maud et Cassandra ont eu à peu près la même idée, c'est-à-dire limiter les trajets en voiture, faire de grosses courses plutôt que de retourner plusieurs fois au magasin et préférer les trajets à pied. Ces propositions rejoignent celles de Lola qui souhaite limiter les trajets inutiles, comme par exemple aller chercher des fleurs. Steve, moi j'aime bien les fleurs. Et elle propose aussi de préférer la marche à pied ou le vélo. Kylian, lui, nous propose d'habiter près de son lieu de travail pour réduire les déplacements. Tout ça, ce sont des choses que l'on peut faire dès aujourd'hui, et c'est très chouette, mais il y a d'autres propositions que j'ai trouvées très intéressantes parce que, justement, elles n'existent pas encore. Lola nous a donc en plus proposé un système d'horaire par quartier pour éviter les embouteillages. Donc si je comprends bien son idée, si on habite le quartier Trucmuche, on aurait le droit de se déplacer entre 8h et 10h, et si on habite le quartier Machin Chouette, ce serait plutôt entre 14h et 16h. Gabriel a également eu le même genre d'idée, un système d'horaire pour répartir la circulation et la fluidifier, mais lui, il pensait plutôt l'appliquer au type de véhicule. Par exemple, les camions pourraient circuler entre 8h et 10h, les voitures entre 10h et midi, et les 2 roues entre midi et 14h, etc. Ces propositions sont très chouettes, mais il faudrait y réfléchir davantage, car si on a le droit de se déplacer qu'entre certaines heures, comment faire pour aller travailler, pour aller à l'école? Cela prive les gens d'une bonne part de liberté tout de même. Alors la ville de Paris a mis en place un système un peu similaire pour réduire la pollution de l'air l'été. Les voitures sont autorisées à rouler 1 jour sur 2 en fonction de leur plaque d'immatriculation. Par exemple, les voitures dont le chiffre d'immatriculation est pair ont le droit de rouler le lundi, et le mardi, ce sera les voitures immatriculées avec un numéro impair, et ainsi de suite. Alors ensuite, j'ai reçu des idées pour changer les moyens de transport que l'on utilise. En gros, les véhicules. Là aussi, il y a eu des propositions qui se font déjà à l'heure actuelle. Brivael avait pensé aux voitures électriques, par exemple. Mais certains d'entre vous envisagent d'utiliser à nouveau des moyens de transport que l'on utilisait avant, comme Emma qui propose d'utiliser à nouveau les chevaux pour transporter les marchandises. Alors il y a certaines communes en France qui effectivement réutilisent le cheval, mais plutôt pour des travaux d'entretien de la commune, arroser les fleurs, ramasser les déchets, ou même emmener les enfants à l'école. Mais cela reste des exceptions. Brivael propose d'utiliser à nouveau les montgolfières. C'est vrai que ce serait super joli, vous imaginez le ciel traversé par plein de montgolfières de toutes les couleurs? Mais le problème d'une montgolfière, c'est que ce n'est pas très pratique à diriger. La montgolfière se laisse porter au fil des vents, et donc l'endroit d'atterrissage n'est pas du tout précis. Et c'est quand même un peu bête d'atterrir à 50 km de l'endroit où tu voulais aller. Brivael propose également d'utiliser à nouveau les bateaux à voile pour transporter des marchandises. Alors il y a une entreprise bretonne qui fabrique du chocolat et qui a ce projet-là. Ils essaient de s'équiper de bateaux pour pouvoir aller chercher les fèves de cacao dans les Antilles et les ramener ensuite en Bretagne pour les transformer en chocolat. Il y a eu aussi plusieurs propositions sur les moyens de transport nouveaux. Nathan propose une voiture volante,
qui peut se transformer aussi en sous-marin et qui fonctionne grâce à des mini-moulins. Alors il appelle ça des mini-moulins, on appelle ça en règle générale des turbines. Donc des turbines sur les ailes pour produire de l'électricité, soit avec l'air, soit avec l'eau. Et Louis propose un skateboard volant en carbone qui serait très léger et qui serait alimenté grâce à des panneaux solaires. Et en plus, on pourrait le plier pour pouvoir le ranger dans son sac. Pratique. La thématique de se nourrir a eu assez peu de succès. Il n'y a qu'Inès qui s'est penchée là-dessus et qui nous rappelle que vers 2010, les marchandises étaient transportées par bateau et par camion et ne venaient pas forcément de France. Elle propose pour la ville du futur que les usines, les abattoirs et les producteurs de légumes soient proches des magasins et d'éviter de faire venir des marchandises de l'étranger. Enfin, la thématique de se loger a donné lieu à plusieurs dessins. Emma nous propose que tout le monde habite à la campagne. Alors d'accord, mais quand même nous avons bien vu dans notre leçon qu'a priori ça ne sera pas le cas. Car les humains ont une sacrée tendance à se concentrer dans les villes. Donc c'était bien dans les villes qu'il fallait trouver des solutions pour se loger. Charlotte nous a imaginé une ville où le vélo serait apparemment le moyen de transport principal, où il n'y aurait pas de grands supermarchés mais plutôt des petits commerces, comme la boulangerie par exemple, mais on peut aussi imaginer un boucher, un fromager, un cordonnier, etc. Les fermes seraient à l'intérieur de la ville et non plus à la campagne. L'énergie serait produite grâce à des panneaux solaires en haut des immeubles et à des éoliennes. Et Charlotte n'a pas manqué d'indiquer l'école et le collège. Chouette projet! Je mets juste un petit bémol quant aux éoliennes. Les très grandes éoliennes que vous pouvez voir à la campagne, et je pense quand je regarde le dessin de Charlotte que c'est celle-ci qu'elle imaginait pour sa ville, ces très grandes éoliennes ne peuvent pas être installées en ville. 1. Parce qu'elles prennent de la place. Ça serait dommage de détruire un immeuble d'un coup de pelle. Et 2. Parce qu'on ne peut pas les installer à proximité des habitations. Même si ces éoliennes ne sont pas dangereuses en soi, elles sont construites pour résister aux vents forts et aux intempéries. On ne préfère quand même pas prendre le risque d'un accident. On ne sait jamais ce qui peut se passer et il vaut mieux dans ce cas prendre beaucoup de précautions. Donc on préfère construire ce type d'éolienne dans les champs où il n'y a personne. Comme ça, au cas où il y aurait un problème avec l'éolienne, eh bien au moins il n'y a personne qui est blessé, il n'y a pas de maisons qui sont détruites. Par contre, ce qui est envisageable, ce sont des éoliennes plus petites, qui, si elles cassent, ne provoquent pas de gros dégâts. Par contre, comme elles sont plus petites, elles produisent moins d'énergie. Enfin, Kylian nous a imaginé une ville sous-marine. Alors j'espère juste que les poissons clowns et les dauphins ne feront pas cette taille-là, parce que ça serait un peu flippant, un poisson clown qui fait plus du double d'une baleine. Et cette ville sous-marine a l'air, ma foi, assez agréable à vivre. Ici aussi, je vais émettre quelques objections. Non pas pour casser tous vos rêves et toutes vos idées, mais pour justement vous amener à affiner davantage votre réflexion. Qui sait, peut-être que l'un d'entre vous imaginera le moyen de transport ou l'alimentation ou bien la maison du futur. Il faut juste savoir que sous l'eau, plus on va en profondeur, moins il y a de lumière d'une part, c'est-à-dire qu'à 1 mètre de profondeur, on perd déjà 60% de la lumière. Et à 10 mètres de profondeur, on en perd 86%. Donc il fait déjà presque noir. Et d'autre part, plus on va en profondeur, plus il y a de pression. C'est-à-dire que les matériaux qui seront utilisés pour construire cette ville sous-marine devront être très solides. Par exemple, pour les sous-marins, qui ne peuvent aller que jusqu'à quelques centaines de mètres de profondeur, il faut déjà une double coque. Une coque extérieure légère et une coque intérieure épaisse. Entre les deux, il y a un espace vide, qui s'appelle les ballasts, et qui peuvent se remplir soit d'air, c'est ce qui permet en fait aux sous-marins de flotter en surface, soit se remplir d'eau, et c'est comme ça que le sous-marin plonge. Donc il faudrait que toute la ville soit enveloppée d'un système de ce genre, avec 2 parois. Et les vitres que l'on voit sur les dessins de Kylian devront probablement être de plusieurs centimètres d'épaisseur pour justement résister à la pression de l'eau. Et enfin, dernier souci, mais pas des moindres, il faudrait trouver un système pour renouveler l'air à l'intérieur de la ville, car comme vous le savez peut-être, l'air que nous inspirons est un mélange d'azote et d'oxygène, mais l'air que nous expirons est appauvri en oxygène et contient principalement de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Donc dans un espace clos, à un moment donné,
Tout l'oxygène contenu dans l'air aura été consommé et il nous sera donc difficile de respirer. Ce projet n'est pas impossible à réaliser, en revanche il contient beaucoup de contraintes techniques et il aura probablement un coût très élevé. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir eu des idées. Je vais maintenant vous présenter quelques pistes pour se déplacer, se loger et se nourrir plus durablement dans les métropoles. Pour la thématique de se déplacer, on part tout d'abord en Israël, à Tel Aviv, une métropole qui connaît tous les jours plusieurs centaines de kilomètres de bouchons. En 2013, la ville de Tel Aviv a testé un transport en commun un peu particulier, imaginé par la NASA. La NASA, c'est l'agence spatiale américaine. Donc c'est un tramway aérien avec un système de nacelles de 2 places qui sont accessibles aux personnes handicapées et qui se déplaceront sur une route aérienne qui pourront se déplacer jusqu'à 100 km/h. Donc il y aurait des gares qui permettraient aux usagers de monter, de descendre et d'effectuer une correspondance. La nacelle pourrait aussi être appelée directement à une station grâce à une application sur smartphone. Et le tout fonctionnera grâce à des panneaux solaires, donc il n'y aura ni utilisation d'énergie non renouvelable comme le pétrole, le charbon ou le gaz, ni de rejet de CO2, parce qu'il n'y a pas de combustion de ces énergies, donc ça serait très peu polluant au final. Pour que vous puissiez voir un peu mieux à quoi ça ressemble, je vous laisse avec une petite vidéo. Nous changeons de continent pour la thématique de se loger. On part en Amérique, plus particulièrement à Montréal, au Québec, donc qui est une partie du Canada, et où une société a inventé une nouvelle façon de construire les immeubles. Lorsque l'on construit un immeuble de manière classique, on construit étage par étage et on construit le toit à la fin. Ici, les premiers étages sont construits, puis assez vite, le toit. Si on a besoin de nouveaux étages, on va soulever le toit pour construire ces nouveaux étages. Ce mode de construction présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il n'y a pas besoin d'utiliser de grue, comme c'est le cas pour une construction classique, et donc, la construction n'empiète pas sur la rue. Ensuite, cela apporte beaucoup plus de sécurité pour les ouvriers. Ils ne travaillent donc pas sur des échafaudages, il y a moins de risques d'accident de travail donc, et ils sont à l'abri des intempéries grâce au toit. Ils travaillent toujours au sec. Enfin, cela permet une construction continue, puisqu'il n'y a pas d'interruption des travaux en cas de mauvais temps, et une construction en étapes, au rythme de la demande. C'est-à-dire qu'on peut prévoir un projet, par exemple, de 40 étages, mais si on ne trouve pas suffisamment d'acheteurs pour les appartements, on va construire 20 étages, s'arrêter, et puis on pourra reprendre la construction plus tard s'il y a de nouveaux acheteurs. Pour que cela soit plus clair pour vous, je vous laisse avec ce reportage de Radio-Canada. Une compagnie montréalaise expérimente une nouvelle méthode de construction. Cette technique, présentée comme unique au monde, permet de construire un immeuble en commençant par le toit. Marie-Ève Maheu a visité le chantier.
Une centaine de spécialistes de la construction qui visitent un petit édifice en chantier au centre-ville de Montréal. Mais ce n'est pas un immeuble comme les autres. Il cache une technique de construction unique en son genre. Il y a de la construction abritée avec un système de levage synchronisé où est-ce qu'on soulève la toiture et un nouveau plancher. Voici comment ça fonctionne. On construit d'abord les premiers étages et rapidement le toit. Puis, en soulevant ce toit, on ajoute un étage à la fois. L'immeuble locatif en comptera au final 10. Et tout ça sans jamais utiliser de grue ou d'échafaudage, ce qui était impensable pour un édifice d'une telle hauteur. C'est de travailler toujours sur le plancher. C'est ça qui est intéressant. Lui, le toit, il fait partie de la pluie, de la neige, tu es toujours au couvert, tu perds pas de temps. Fini les journées perdues en raison de la température. Le promoteur Luc Poirier réalise aussi d'autres économies. Le prix d'installation pour le revêtement extérieur, on sauve la moitié. C'est énorme, là, Sam. Parce que tu n'as pas besoin d'échafaud, tu n'as pas besoin de grue. Les travailleurs utilisent plutôt ces passerelles plus sécuritaires et qui n'empiètent pas sur la rue. En plus, la construction peut se faire par étapes. C'est ça, surtout pour des petits terrains. Puis quand le marché économique est so-so, les banques vont embarquer parce qu'on est capable, exemple, de commencer, exemple, un 40 étages, puis quand le marché tombe, t'arrêtes, mettons, au 20e, les gens, tu vends ou tu loues, puis après ça, tu peux continuer. Certains visiteurs ont été charmés. C'est de l'innovation, mais c'est de l'innovation appliquée, donc on a beaucoup de rêves. Ici, c'est le premier test. Les travaux devraient être terminés pour le 1er juillet 2016. Reste à voir maintenant si cette construction en inspirera d'autres. Ici, Marie-Ève Maheu, Radio-Canada, Montréal. Enfin, nous retournons en Europe pour la thématique de se nourrir et en France, à Paris, où l'entreprise Sous les fraises développe l'agriculture urbaine sur les toits. Le principe, c'est d'utiliser les toits des immeubles pour cultiver des fruits et des légumes. Ces fruits et légumes sont ensuite vendus par exemple au restaurant du quartier ou bien éventuellement au supermarché qui sont au rez-de-chaussée de l'immeuble. Encore, je vous laisse un peu avec un petit reportage pour que cela soit plus concret pour vous. Il faut lever le nez pour le trouver. En plein cœur de Paris, sur le toit de ce célèbre grand magasin, un nouveau potager hors du commun. Vue imprenable sur la capitale, de cette ferme où tout pousse à la verticale. On a à peu près 150 variétés de plantes comestibles, des petits fruits. Là, vous avez un fabuleux romarin. Il a une senteur qui est assez unique. Là, vous avez des tagettes qu'on va utiliser parce qu'ils sont comestibles dans des recettes. Fraises, tomates, lavandes, cultivées écologiquement selon le responsable de ce jardin perché. Un système d'irrigation dissimulé dans les panneaux pour économiser tout en récupérant le maximum d'eau de pluie. Et ce n'est pas tout. On ne va pas utiliser de pesticides, on ne va pas utiliser d'herbicides, on ne va pas utiliser de produits chimiques pour cultiver ces plantes. Pas besoin. Pas besoin. En associant les plantes les unes avec les autres, les réseaux de racines vont s'entraider les uns les autres. Donc finalement, la plante, elle va être beaucoup plus résistante à beaucoup de maladies. Entre l'étanchéité du toit à refaire, les panneaux et les systèmes d'arrosage, ce projet a coûté 300 000 € au magasin. Aujourd'hui, les fleurs comestibles sont récoltées pour des clients comme Daniel Baratier. La priorité pour ce restaurateur, trouver des produits locaux. Alors ce potager parisien est une aubaine. Tous les jours, on en a plein. Ouais, je vais la goûter. Et puis de la lavande, celle-ci elle est pas mal parfumée, elle est assez belle. Et fleur par fleur, tu peux la travailler aussi. Ouais, elle est belle. C'est un petit plus fraîcheur, on va dire, parce que c'est cueilli, une demi-heure après, c'est chez moi. Je vais essayer de faire un dessert cette semaine, je vais regarder ce que je peux faire. Parce que là, on est sur des notes d'agrumes, donc on est sur le fin du printemps, début d'été, donc on va essayer de trouver quelque chose qui va rafraîchir un peu le palais. La grande distribution, elle aussi, se met au vert. Cet hypermarché de la région parisienne vient d'inaugurer son premier potager sur le toit du parking. Vous allez faire le tri entre les radis qui sont le... 1200 mètres carrés de plantation, une centaine de bacs cultivés en collaboration avec le lycée agricole voisin. Objectif, commercialiser dans le magasin les produits du toit. Là, on a semé des pieds de mâche, donc la petite salade qui va être bonne à récolter. Là, on a planté il n'y a pas très longtemps la petite tomate jaune. On a fait également des bacs à oignons
Les variétés sont choisies en fonction de la demande du client. On essaye de produire des variétés originales que les clients ne trouvent pas partout. Là, on va mettre prochainement en production une courgette blanche. Aussitôt récoltée, aussitôt mise en vente. Direction le rayon fruits et légumes de l'hypermarché, juste en dessous, où défilent chaque jour jusqu'à 10 000 clients. Des consommateurs plutôt étonnés de la démarche du géant de la distribution. Ils viennent du toit. Du toit? Ah, vous avez fait un potager. Il n'y a pas besoin de prendre des camions pour livrer, c'est à proximité et puis on sait d'où ça vient. C'est bien hein, ce qu'ils font, mais ça va encore tuer plein de petits producteurs qui sont sûrement dans le secteur. Pourquoi ils ne travailleraient pas plutôt avec eux, quoi? L'enseigne souhaite multiplier ses potagers dans d'autres villes de France, à commencer par la capitale. La ville de Paris, elle, s'est engagée à aider l'agriculture urbaine. Objectif, 100 d'hectares sur les toits d'ici à 2020. Bon, je voudrais revenir un petit peu sur ces 3 exemples car ils n'ont pas tous le même degré de réussite. Est-ce qu'on a entendu parler de Skytran depuis? Est-ce que la méthode de la construction Umbrella s'est généralisée? Pas vraiment. Ce sont des projets qui restent assez marginaux. Skytran ne semble pas avoir véritablement marché. Si cela avait été véritablement une solution révolutionnaire, on peut imaginer qu'on en aurait entendu plus parler, qu'il y aurait eu d'autres villes qui auraient adopté ce tramway aérien. Or, ça n'est pas le cas. Pour la méthode de construction Umbrella, ça a l'air un peu plus concluant, car ils ont réalisé 2 immeubles, mais c'est un peu pareil, si ça avait été vraiment magique, il y aurait eu plus d'immeubles construits de cette manière-là. Ce qui semble bien plus fonctionner, en revanche, c'est effectivement l'agriculture urbaine, qu'elle soit effectuée sur des toits ou dans des friches. Les friches, c'est des espaces urbains qui ne sont pas utilisés. Et par exemple, un petit terrain entre 2 immeubles où il n'y a rien dessus. Et l'agriculture urbaine, il y a beaucoup de métropoles qui s'y mettent. Nous arrivons à la fin de notre chapitre, qui n'aura pas de conclusion, contrairement à d'habitude. Et cela est totalement volontaire de ma part. Je souhaite laisser ce chapitre ouvert. Je vous ai montré quelques pistes, mais en réalité c'est vous. Et oui, c'est vous qui aurez les idées pour pallier aux soucis que l'on a évoqués. Pollution, embouteillage, étalement urbain. Ce sera à vous d'inventer la ville de demain. Je vous laisse donc ici. Si vous avez d'autres idées qui vous viennent, je peux les réceptionner et peut-être les publier sur le blog de Néo. Nous sommes confinés, mais pas nos idées. Réfléchissez. Ça peut être rigolo de penser à cette ville du futur et comment vous imaginez vivre dans cette ville du futur. À bientôt et prenez soin de vous.